Je suis très heureux de prendre part à cette journée d'études sur les concordats. Avant d'entrer dans les vifs de mon exposé, je voudrais saluer avec respect les organisateurs de cette journée, en particulier les professeurs Bernard Kaleba, mon maître. Je les remercie de m'y avoir associé. Je salue avec le même respect tous les professeurs, les chercheurs et les étudiants qui participent à cette activité. Ceci dit, ma communication porte sur les relations Église-État dans les concordats entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo. Elle s'articule autour de 3 points. Dans le premier point, à partir du préambule de ces concordats, je voudrais faire quelques considérations sur les contextes, les motifs et les idées forces qui ont conduit les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo à négocier ces concordats. Dans le deuxième point, je mettrai en évidence la portée juridique, l'étendue de ces concordats. Autrement dit, j'insisterai sur les matières qu'ils régulent comme domaine de coopération Église-État. Dans le troisième point enfin, je ressortirai quelques défis auxquels ces concordats est confronté aujourd'hui, notamment les défis de sa mise en application. J'envisagerai alors quelques perspectives pour que ces concordats soient effectivement un instrument de collaboration pacifique entre l'Église catholique et l'État congolais. Quel est alors le contexte de ces concordats? Eh bien, le contexte de ces concordats est déterminé par 2 facteurs indiqués dans son préambule. Le premier facteur est la reconnaissance sociologique d'après laquelle une partie importante de la population congolaise appartient à l'Église catholique. Ceci fait penser au préambule du concordat de 1801 entre Pie VII et Napoléon, qui affirmait que la religion catholique est la religion de la grande majorité des citoyens français. C'est pareil, la grande majorité de la population congolaise est catholique. J'ai eu à vérifier cette affirmation. Selon les estimations actuelles, sur environ 110 millions de Congolais, environ 53 millions sont catholiques. Et donc, malgré l'expansion des églises évangéliques et pentecôtistes, on en compte 50 000, les catholiques représentent 50% de la population congolaise. Le second facteur est la reconnaissance de l'importance et du rôle de l'Église catholique dans la vie de la nation congolaise. J'ai eu aussi à vérifier cette reconnaissance de l'utilité sociale de l'Église catholique. Ainsi, dans les domaines de l'éducation par exemple, sur 124 416 établissements scolaires, 18 638 sont gérés par l'Église catholique. Dans les domaines de la santé, 45% des structures sanitaires sont gérées par l'Église catholique. Et donc, nous nous trouvons dans un contexte où l'Église catholique joue un rôle social important, si bien qu'elle a besoin de consolider sa mission, de manière institutionnelle et juridique. C'est dans ces contextes que lors de la réunion statutaire du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, tenue en juillet 2005, les évêques congolais ont pris l'initiative de suggérer au Saint-Siège la négociation d'un concordat avec l'État congolais afin de garantir l'exercice de la mission de l'Église catholique dans l'espace public congolais. Aussi, l'épiscopat a voulu saisir cette occasion pour redéfinir et sauvegarder la vraie identité de l'Église catholique. Parce que depuis l'époque coloniale, d'abord à l'époque de l'État indépendant du Congo, où le Congo était reconnu internationalement à la conférence de Berlin de 1885 comme propriété privée de Léopold II, roi des Belges, ensuite comme colonie belge jusqu'au concordat que nous sommes en train d'exploiter, depuis tous ces temps, l'Église catholique était considérée indirectement à travers ses entités canoniques comme une association privée. Ensuite, comme une association sans but lucratif, ASBER en sigle. Elle était alors obligée à se conformer à la loi sur les ASBEL pour avoir la personnalité juridique civile. Dans la réalité, ces statuts d'association privée ou ces statuts d'association sans but lucratif étaient inadéquats par rapport à l'organisation et au mode de fonctionnement de l'Église catholique. D'où il fallait trouver un cadre pour redéfinir un statut adéquat.
Une autre idée force avancée par l'épiscopat congolais, c'est aussi le fait qu'à un moment, l'Église catholique s'est trouvée en incapacité juridique de se présenter comme partenaire de l'État congolais. L'État contrôlait tous les secteurs sociaux, si bien qu'il arrivait à résilier des contrats signés avec les diocèses, souvent de manière unilatérale. Il nationalisait abusivement les biens ecclésiastiques et il fallait lui demander de les restituer. Un dernier motif, c'est la réception du Concile Vatican II avec Gaudium et Spes sur la saine coopération Église et communauté politique. Ce sont toutes ces idées qui ont convaincu les parties contractantes à négocier ces concordats depuis 2011. Il a été alors signé le 20 mai 2016 et ratifié le 17 janvier 2020 à la Cité du Vatican. Sa finalité étant alors de créer un cadre normatif de collaboration harmonieuse, pacifique entre l'Église catholique et l'État congolais au bénéfice de la population congolaise. Après ces contours sur les contextes et les idées forces du concordat entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo, j'en viens à sa portée juridique, c'est-à-dire à son étendue. Je voudrais ici fixer nos regards sur les matières ou les domaines de coopération Église-État. Je note que, de manière générale, les matières des accords concordataires sont souvent les mêmes. Monseigneur Roland Minerat, archevêque émérite de Dijon, fait les mêmes constats dans son ouvrage intitulé « L'Église catholique face aux États, 2 siècles de pratiques concordataires », publié en 2012. En jetant un regard croisé sur les accords du Saint-Siège avec certains États africains, notamment la République démocratique du Congo, le Tchad, le Burundi, le Congo-Brazza, l'Angola et plus récemment Sao Tomé, on peut faire les mêmes constats. Les matières sont les mêmes, parfois avec les mêmes formulations. Ce qui fait qu'à partir du concordat entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo, nous pouvons avoir une idée générale des matières qui sont traitées dans les concordats. Cela étant, à partir du concordat entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo, j'ai recensé 16 matières. Mais avant de les aborder, il me semble très important de mentionner que les concordats modernes sont toujours conclus dans l'objectif de créer un cadre normatif de collaboration harmonieuse entre l'Église et l'État concerné. En plus, on y trouve souvent un rappel fort du principe de la liberté religieuse et du principe de la laïcité de l'État. Ce sont des principes directeurs qui permettent aux parties contractantes de respecter les sphères de compétences de l'une à l'égard de l'autre. Aussi, dans le souci pertinent d'œuvrer ensemble et sans entorse, les parties veillent à se mettre d'accord sur les grands attributs propres au sujet des relations internationales. Ainsi, elles réaffirment que l'Église et l'État sont souverains, indépendants et autonomes, chacun dans son domaine exclusif et propre. Ce qui revient à dire que dans les domaines non grevés d'exclusif, ils doivent collaborer. Parce que du reste, l'État ne peut pas tout faire. De la même manière, l'Église ne peut pas tout faire. L'Église et l'État sont appelés à collaborer parce qu'il y a une insuffisance naturelle qui les y oblige. Voilà ce qui fait dire à Jean-Pierre Scoop que la coopération est connaturelle à l'Église et à l'État. Revenons aux 16 matières que j'ai évoquées. D'abord, sur le plan des présentations, alors que les accords modernes internationaux sont souvent organisés en parties, ou en titres, ou encore en sections, ou en chapitres, le concordat entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo n'est pas structuré de cette manière. Il est coulé d'un trait à 21 articles. Évidemment, les droits des traités n'excluent pas cette présentation. Mais pour en faciliter l'appréhension, je préfère lui appliquer la Summa Divisio de Louis Desnorois, ancien doyen de la faculté des droits canoniques de Toulouse. Dans son article sur les concordats, publié dans l'Encyclopédie universelle, il subdivise les clauses des concordats en 2 catégories, les clauses juridiques et les clauses politiques. Les clauses juridiques sont celles qui fixent les statuts juridiques de l'Église et ses entités canoniques. Aussi,
elles garantissent la liberté d'action de l'Église, la libertas ecclesiae. C'est donc un domaine d'abstraction juridique. Les clauses politiques, quant à elles, synchronisent les activités de l'Église avec les activités de l'État. Ce sont des clauses qui traduisent la solidarité institutionnelle entre l'Église et l'État dans une volonté commune de travailler ensemble dans des matières concrètes. Alors, le premier domaine des relations concordataires, c'est la détermination du statut juridique civil de l'Église et de ses activités. Dans l'accord cadre entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo, les articles 2, 3, 4 contiennent des clauses juridiques qui fixent ces statuts. Surtout l'article 2 qui reconnaît la personnalité juridique à caractère public de l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas une personne juridique à caractère privé. Elle n'est plus une association privée. Elle n'est plus une association sans but lucratif à qui l'État octroie la personnalité juridique. C'est-à-dire, en vertu de ces concordats, l'État n'octroie pas la personnalité juridique à l'Église et ses entités canoniques comme il le fait aux associations sans but lucratif. En revanche, il reconnaît une personnalité juridique qui existe déjà, mais dans un autre système juridique, ici les droits canoniques, pour qui l'Église est une institution à finalité spirituelle et temporelle. En l'occurrence des articles 3 et 4, l'État reconnaît cette personnalité aux autres entités ecclésiastiques, la Conférence épiscopale nationale du Congo, les archidiocèses, les diocèses, les prélatures personnelles et territoriales, les abbayes, les instituts de vie consacrés, les sociétés de vie apostolique, les paroisses et les autres structures érigées par les droits canoniques en personnes juridiques publiques dans l'Église. C'est donc une application de la technique de transfert des personnalités. Les parties ont transféré la personnalité juridique selon les droits canoniques au droit national congolais. De ce fait, le droit canonique est reçu dans le corpus juridique congolais comme un système juridique à part entière. Cette reconnaissance a des effets civils. Notamment, elle garantit à l'Église l'autonomie législative. Ces institutions peuvent établir des lois dans leur domaine propre. Elles peuvent aussi signer des contrats avec les organisations gouvernementales ou non gouvernementales, ainsi qu'avec d'autres partenaires, sans que ces derniers leur demandent de justifier d'une personnalité civile issue du statut d'association sans but lucratif. Elles ont aussi l'aptitude à poser des actes juridiques devant les juridictions publiques pour défendre leurs intérêts et protéger en justice leurs biens meubles et immeubles. Hormis les articles 19, 20 et 21 du Concordat congolais qui contiennent des clauses finales des résolutions diplomatiques et à l'amiable des conflits d'interprétation et d'exécution et l'entrée en vigueur, les articles du Concordat entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo qui partent de 5 à 18 contiennent des clauses politiques au sens que j'ai invoqué plus haut avec l'huile de nos rois. Ce sont des clauses qui régulent vraiment les champs concrets des coopérations Église-État. À la lumière de Raoul Naz dans son dictionnaire des droits canoniques, je distingue dans les clauses politiques deux types de clauses. Les clauses relatives aux choses spirituelles et connexes et les clauses relatives aux choses temporelles et connexes. Dans les concordats congolais, les clauses relatives aux choses spirituelles et connexes concernent 5 matières. La nomination aux offices ecclésiastiques, en particulier la nomination des évêques, la protection des signes religieux et des titres catholiques, les lieux de culte, leur inviolabilité, leur construction et leur sécurisation, l'inviolabilité du secret sacramentel et les mariages canoniques. Les clauses relatives aux choses temporelles et connexes regardent 10 matières, parce que c'est ici qu'apparaît clairement le rôle social de l'Église auprès de l'État. Il s'agit notamment de la relation avec les Saint-Sièges et les autres catholiques à travers le monde pour le maintien de l'unité et de la communion de l'Église, qui implique la gratuité des visas
et des permis de séjour aux missionnaires religieux qui viennent travailler au Congo, la nomination aux offices publics, donc la nomination aux charges, aux fonctions de l'État, les patrimoines de l'Église, les moyens de communication sociale, l'éducation, la santé, l'assistance caritative, notamment auprès des orphelins, des personnes vivant avec handicap et des personnes de troisième âge, l'assistance spirituelle dans les forces armées et dans la police nationale, les facilités fiscales et douanières et la dotation de l'État à l'Église. C'est autour de ces différentes matières que se développent les relations entre l'Église et l'État, avec beaucoup plus de devoirs pour l'État et beaucoup plus de droits pour l'Église. Parce qu'en fait, la question ici, c'est qu'il est question de garantir les activités de l'Église et non l'inverse. Ce n'est pas l'Église qui garantit les activités de l'État, mais c'est l'État qui garantit les activités de l'Église. Voilà pourquoi l'État a beaucoup plus de devoirs. Cet état des choses fait que l'État a beaucoup plus de responsabilités dans la mise en œuvre du concordat. Et pour en venir à mon dernier point, je dois dire que les concordats entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo, en vigueur depuis déjà 5 ans, ne produit pas encore les résultats escomptés, car il est confronté à d'énormes défis qui freinent l'élan des partis, surtout à cause des facteurs extra-juridiques qui interfèrent grandement. Avec les 15 ministères du gouvernement congolais concernés par son exécution, on se retrouve dans un contexte où ce sont les acteurs politiques chargés de mettre l'État en action qui sont en première ligne, avec des intérêts très divers et très divergents. À ce sujet, Giovanni Barberini souligne que dans les relations internationales, même de nature concordataire, les parties visent leurs intérêts. Ainsi, elles peuvent être motivées ou démotivées selon qu'une activité, pour le cas d'espèce, l'activité concordataire, est rentable pour les positionnements institutionnels, partisans ou personnels. Dans le cas du concordat entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo, on remarque qu'à cause des intérêts politiques, il y a une instabilité diplomatique. Il n'y a pas une constante volonté d'œuvrer ensemble pour les biens communs de la population. Ce qui fait que ce concordat subit une trajectoire éphémère et sporadique. Il y a des périodes où il est inscrit à l'agenda des politiques publiques du gouvernement, surtout la veille des échéances électorales, et il y a des périodes où il disparaît de cet agenda. Cette instabilité fait que son résultat est mitigé. Et moi, je pense qu'en pareille situation, on est invité à repenser la praxis concordataire, où il faut distinguer, je dis bien distinguer et non séparer, il faut distinguer entre droit concordataire et politique concordataire. Les droits concordataires seraient dans ces cas les domaines d'élaboration des normes qui doivent régir les rapports Église-État. Et la politique concordataire, les domaines d'éveil des consciences, des volontés politiques et de bonne foi des acteurs chargés d'appliquer les normes convenues. Donc, il convient de travailler avec les instances d'élaboration, mais aussi avec les instances d'application. Si les résultats du concordat congolais est mitigé, c'est parce que les instances d'application, je veux dire les services administratifs du gouvernement congolais, ne s'y intéressent pas ou ne les connaissent presque pas, malgré que ces mesures d'application données par décret du Premier ministre aient été publiées au journal officiel. Ils ne les connaissent pas assez, en plus du fait qu'ils ne sont pas sensibilisés sur son bien fondé. Travailler avec ces instances inférieures, ces services administratifs, est très important. Et cela appelle à l'application minutieuse du principe de subsidiarité dans les relations Église-État. Les instances inférieures doivent être impliquées dans les négociations et dans l'application des concordats. Parce qu'il leur revient de veiller à son avenir. Il leur revient de veiller à sa vie juridique. C'est avec ces instances qu'on peut créer un équilibre entre droit concordataire et politique concordataire. Avec cet équilibre et cette complémentarité, droit et politique concordataire, l'on peut promouvoir alors des rapports Église-État très productifs des résultats. Voilà quelques éléments et quelques convictions que j'ai réunies et que je voulais vous partager à l'occasion de cette journée d'études. Je vous remercie pour votre attention.